Bonsoir à tous et bienvenue sur D8. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour un nouveau voyage au bout de la nuit. Nous sommes installés, vous et moi je l'espère, confortablement dans un canapé ou fauteuil et prêts à écouter la lecture de ce soir. Et justement, nous passons la soirée avec Alphonse Daudet. J'ai entamé pour vous ses contes du lundi, publiés en 1873. Un recueil divisé en deux parties. L'une, la première, qui évoque plutôt la fantaisie et l'histoire durant les bouleversements de la guerre de 1870. Et puis vous le verrez, pour ceux qui resteront avec nous, je l'espère, jusqu'à la fin de l'émission, la deuxième partie sera plutôt vers le signe de l'humour. Donc restez bien avec nous jusqu'au bout de la soirée, je vous l'ai dit. Mais place tout d'abord au souvenir de cette période de guerre 1870. Nous avons lu l'un des contes les plus appréciés et les plus connus qui s'intitule La dernière classe. Notamment dans ce conte, Daudet relate à quel point les Français étaient tristes à l'époque d'avoir perdu l'Alsace-Lorraine. Mais maintenant, nous poursuivons un autre conte de cette toujours première partie intitulée « Les mères ». Vous l'aurez compris, c'est la relation des mamans de jeunes enfants ou de jeunes soldats pendant cette période de guerre. Nous reprenons donc tout de suite la lecture de Contes du lundi d'Alphonse Daudet, cet auteur de grand talent. Je suis sûre que Lettres de Montmoulin vous dit quelque chose, évidemment. Vous pouvez, vous le savez, réagir avec moi tout de suite avec le hashtag VBN et ce durant toute l'émission. J'attends vos réactions et vous souhaite une très belle soirée. Un grand beau garçon, ma foi, bien planté, sac au dos, fusil au poing. Il les aborda, le visage ouvert, d'une voix mâle et joyeuse. « Bonjour maman ». Et tout de suite, sac, couverture, chasse-peau, tout disparut dans le grand chapeau cabriolet de la dame. Ensuite, le père eut son tour, mais ce ne fut pas long. Le cabriolet voulait tout pour lui. Il était insatiable. « Comment vas-tu? Es-tu bien couvert? Où en es-tu de ton linge ?» Et sous les ruches de la capote, je sentais le long regard d'amour dont elle l'enveloppait des pieds à la tête, dans une pluie de baisers, de larmes, de petits rires, un arriéré de 3 mois de tendresse paternelle qu'elle lui payait tout en une fois. Le père était très ému lui aussi, mais il ne voulait pas en avoir l'air. Il comprenait que nous le regardions et clignait de l'œil de l'autre côté, comme pour nous dire « Excusez-la, c'est une femme ». Si je l'excusais. Une sonnerie de clairon vint souffler subitement sur cette belle joie. « On rappelle, dit l'enfant, il faut que je m'en aille. »« Comment ? Tu ne déjeunes pas avec nous ?»« Mais non, je ne peux pas. Je suis de garde pour 24 heures, tout en haut du fort. »« Oh, fit la pauvre femme. » Et elle ne put pas en dire davantage. Ils restèrent un moment à se regarder tous les trois d'un air consterné. Puis le père, prenant la parole, « Au moins, emporte la boîte, dit-il d'une voix déchirante, avec une expression à la fois touchante et comique de gourmandise sacrifiée. Mais voilà que, dans le trouble et l'émotion des adieux, on ne la trouvait plus, cette maudite boîte. Et c'était pitié de voir ses mains fébriles et tremblantes qui cherchaient, qui s'agitaient, d'entendre ces voix entrecoupées de larmes qui demandaient « La boîte, où est la boîte ?» sans honte de mêler ce petit détail de ménage à cette grande douleur. La boîte retrouvée, il y eut une dernière et longue étreinte et l'enfant rentra dans le fort en courant. Songez qu'ils étaient venus de bien loin pour ce déjeuner, qu'ils s'en faisaient une grande fête, que la mère n'en avait pas dormi de la nuit, et dites-vous, si vous ne savez rien de plus navrant, que cette partie manquée, ce coin de paradis entrevu et refermé tout de suite si brutalement. Ils attendirent encore quelque temps, immobiles à la même place, les yeux toujours cloués sur cette poterne où leur enfant venait de disparaître. Enfin, l'homme se secoua, toussa 2 ou 3 coups d'un air très brave, et sa voix une fois bien assurée. « Allons, la mère, en route !» dit-il tout haut, d'un ton fort et gaillardement. Là-dessus, il nous fit un grand salut et prit le bras de sa femme. Je l'ai suivi de l'œil jusqu'au tournant de la route. Le père avait l'air furieux. Il brandissait le cabas avec des gestes désespérés. La mère, elle, paraissait calme. Elle marchait à ses côtés, la tête basse, les bras au corps, mais par moments, sur ses épaules étroites,
Je croyais voir son châle frissonner convulsivement. Le siège de Berlin, paru dans le Soir le 18 juillet 1871. Nous remontions l'avenue des Champs-Élysées avec le docteur, demandant aux murs troués d'obus, aux trottoirs défoncés par la mitraille, l'histoire de Paris assiégée. Lorsqu'un peu avant d'arriver au rond-point de l'Étoile, le docteur s'arrêta et, me montrant une de ces grandes maisons de coin, si pompeusement groupées autour de l'Arc de Triomphe. « Vous voyez, me dit-il, ces 4 fenêtres fermées là-haut sur ce balcon ? Dans les premiers jours du mois d'août, ce terrible mois d'août de l'an dernier, si lourd d'orage et de désastres, je fus appelé là pour un cas d'apoplexie foudroyante. C'était chez le colonel Jouve, un cuirassier du Premier Empire, vieil entêté de gloire et de patriotisme qui, dès le début de la guerre, était venu se loger aux Champs-Élysées, dans un appartement à balcon. Devinez pourquoi ? Pour assister à la rentrée triomphale de nos troupes. Pauvre vieux. La nouvelle de Wissembourg lui arriva comme il sortait de table. En lisant le nom de Napoléon au bas de ce bulletin de défaite, il était tombé foudroyé. Je trouvai l'ancien cuirassier étendu de tout son long sur le tapis de la chambre, la face sanglante et inerte, comme s'il avait reçu un coup de massue sur la tête. Debout, il devait être très grand. Couché, il avait l'air immense, de beaux traits, des dents superbes, une toison de cheveux blancs tout frisés, 80 ans qui en paraissaient 60. Près de lui, sa petite fille à genoux et tout en larmes. Elle lui ressemblait. À les voir l'un à côté de l'autre, on eût dit 2 belles médailles grecques, frappées à la même empreinte. Seulement, l'une antique, terreuse, un peu effacée sur les contours, l'autre resplendissante et nette, dans tout l'éclat et le velouté de l'empreinte nouvelle. La douleur de cet enfant me toucha. Fille et petite fille de soldat, elle avait son père à l'état-major de Mac-Mahon. Et l'image de ce grand vieillard étendu devant elle évoquait dans son esprit une autre image, non moins terrible. Je la rassurais de mon mieux, mais au fond, je gardais peu d'espoir. Nous avions affaire à une belle et bonne hémiplégie, et à 80 ans, on n'en revient guère. Pendant 3 jours, en effet, le malade resta dans le même état d'immobilité et de stupeur. Sur ces entrefaites, la nouvelle de Reichshoffen arriva à Paris. Vous vous rappelez de quelle étrange façon, jusqu'au soir, nous crûmes tous à une grande victoire. 20 000 Prussiens tués, le prince royal prisonnier. Je ne sais par quel miracle, quel courant magnétique, un écho de cette joie nationale alla chercher notre pauvre sourd-muet jusque dans les limbes de sa paralysie. Toujours est-il que ce soir-là, en m'approchant de son lit, je ne trouvais même plus le même homme. L'œil était presque clair, la langue moins lourde. Il eut la force de me sourire et bégaya 2 fois. « Victoire !»« Oui, colonel, grande victoire !» Et à mesure que je lui donnais des détails sur le beau succès de Mac-Mahon, je voyais ses traits se détendre, sa figure s'éclairer. Quand je sortis, la jeune fille m'attendait, pâle et debout devant la porte. Elle sanglotait. « Mais il est sauvé !» lui dis-je, en lui prenant les mains. La malheureuse enfant eut à peine le courage de me répondre. On venait d'afficher le vrai Reichshoffen, Mac-Mahon en fuite, toute l'armée écrasée. Nous nous regardâmes consternés. Elle se désolait en pensant à nos pères. Mais je tremblais en pensant au vieux. Bien sûr, il ne résisterait pas à cette nouvelle secousse. Et cependant, comment faire ? Lui laisser la joie ? Les illusions qui l'avaient fait revivre ? Mais alors, il fallait mentir. Eh bien, je mentirais, me dit l'héroïque fille en essuyant vite ses larmes. Et toute rayonnante, elle rentra dans la chambre de son grand-père. C'est une rude tâche qu'elle avait prise là. Les premiers jours, on s'en tira encore. Le bonhomme avait la tête faible et se laissait tromper comme un enfant. Mais avec la santé, ses idées se firent plus nettes. Il fallut le tenir au courant du mouvement des armées, lui rédiger des bulletins militaires.
Il y avait pitié vraiment à voir cette belle enfant penchée nuit et jour sur sa carte d'Allemagne, piquant de petits drapeaux, s'efforçant de combiner toute une campagne glorieuse. Bazaine sur Berlin, Frossard en Bavière, MacMahon sur la Baltique. Pour tout cela, elle me demandait conseil et je l'aidais autant que je pouvais, mais c'est le grand-père surtout qui nous servait dans cette invasion imaginaire. Il avait conquis l'Allemagne tant de fois sous le Premier Empire. Il savait tous les coups d'avance. Maintenant, voilà où ils vont aller. Maintenant, voilà ce qu'ils vont faire. Et ses prévisions se réalisaient toujours, ce qui ne manquait pas de le rendre très fier. Malheureusement, nous avions beau prendre des villes, gagner des batailles, nous n'allions jamais assez vite pour lui. Il était insatiable, ce vieux. Chaque jour, en arrivant, j'apprenais un nouveau fait d'armes. « Docteur, nous avons pris Mayence », me disait la jeune fille, en venant au-devant de moi avec un sourire navré. Et j'entendais à travers la porte une voix joyeuse qui me criait « Ça marche, ça marche ! Dans 8 jours, nous entrerons à Berlin. » À ce moment-là, les Prussiens n'étaient plus qu'à 8 jours de Paris. Nous nous demandâmes d'abord s'il ne valait pas mieux le transporter en province, mais sitôt dehors, l'état de la France lui aurait tout appris. Et je le trouvais encore trop faible, trop engourdi de sa grande secousse pour lui laisser connaître la vérité. On se décida donc à rester. Le premier jour de l'investissement, je montais chez eux, je me souviens, très émue, avec cette angoisse au cœur que nous donnait à tous les portes de Paris fermées, la bataille sous les murs, nos banlieues devenues frontières. Je trouvais le bonhomme assis sur son lit, jubilant et fier. « Eh bien, me dit-il, le voilà donc commencé, ce siège. » Je le regardais stupéfait. « Comment, colonel, vous savez ?» Sa petite fille se tourna vers moi. « Eh oui, docteur, c'est la grande nouvelle. Le siège de Berlin est commencé. » Elle disait cela en tirant son aiguille, d'un petit air si posé, si tranquille. Comment se serait-il douté de quelque chose? Le canon des morts, il ne pouvait pas l'entendre. Ce malheureux Paris, sinistre et bouleversé, il ne pouvait pas le voir. Ce qu'il apercevait de son lit, c'était un pan de l'Arc de Triomphe. Et dans sa chambre, autour de lui, tout un bric-à-brac du Premier Empire, bien fait pour entretenir ses illusions. Des portraits de maréchaux, des gravures de bataille, le roi de Rome en robe de baby, puis de grandes consoles toutes raides, ornées de cuivre, à trophées, chargées de reliques impériales, des médailles, des bronzes, un rocher de Sainte-Hélène sous globe, des miniatures représentant la même dame frisottée en tenue de bal, en robe jaune, des manches à gigots et des yeux clairs, et tout cela, les consoles, le roi de Rome, les maréchaux, les dames jaunes avec la taille montante, la ceinture haute, cette raideur engoncée qui était la grâce de 1806. Bravo, colonel! C'est cette atmosphère de victoire et conquête, encore plus que tout ce que nous pouvions lui dire, qui le faisait croire si naïvement au siège de Berlin. À partir de ce jour, nos opérations militaires se trouvèrent bien simplifiées. Prendre Berlin, ce n'était plus qu'une affaire de patience. De temps en temps, quand le vieux s'ennuyait trop, on lui lisait une lettre de son fils. Lettre imaginaire, bien entendu, puisque rien n'entrait plus dans Paris, et que depuis Sedan, l'aide de camp de MacMahon avait été dirigée sur une forteresse d'Allemagne. Vous figurez-vous le désespoir de cette pauvre enfant, sans nouvelles de son père, et obligée de le faire parler dans des lettres joyeuses, un peu courtes, comme pouvait en écrire un soldat en campagne, allant toujours en avant dans le pays conquis. Quelquefois, la force lui manquait. On restait des semaines sans nouvelles. Mais le vieux s'inquiétait, ne dormait plus. Alors, vite, arrivait une lettre d'Allemagne qu'elle venait de lui lire gaiement près de son lit, en retenant ses larmes. Le colonel écoutait religieusement, souriait d'un air entendu, approuvait, critiquait, nous expliquait les passages un peu troubles. Mais où il était beau surtout, c'est dans les réponses qu'il envoyait à son fils. « N'oublie jamais que tu es français », lui disait-il. « Sois généreux pour ces pauvres gens. Ne leur fais pas l'invasion trop lourde. » Et c'était des recommandations à n'en plus finir,
D'adorable prêcha sur le respect des propriétés, la politesse qu'on doit aux dames, un vrai code d'honneur militaire à l'usage des conquérants. Il y mêlait aussi quelques considérations générales sur la politique, les conditions de la paix à imposer aux vaincus. Là-dessus, je dois le dire, il n'était pas exigeant. L'indemnité de guerre et rien de plus. À quoi bon leur prendre des provinces? Est-ce qu'on peut faire de la France avec de l'Allemagne? Il dictait cela d'une voix ferme et l'on sentait tant de candeur dans ses paroles, une si belle foi patriotique qu'il était impossible de ne pas être ému en l'écoutant. Pendant ce temps-là, le siège avançait toujours. Pas celui de Berlin, hélas. C'était le moment du grand froid, du bombardement, des épidémies, de la famine. Mais grâce à nos soins, à nos efforts, à l'infatigable tendresse qui se multipliait autour de lui, la sérénité du vieillard ne fut pas un instant troublée. Jusqu'au bout, je pus lui avoir du pain blanc, de la viande fraîche. Il n'y en avait que pour lui, par exemple, et vous ne pouvez rien imaginer de plus touchant que ces déjeuners de grand-père, si innocemment égoïstes. Le vieux sur son lit, frais et riant, la serviette au menton. Près de sa petite fille, un peu pâlie par les privations, guidant ses mains, le faisant boire, l'aidant à manger, toutes ces bonnes choses défendues. Alors, animé par le repas, dans le bien-être de sa chambre chaude, la bise d'hiver au dehors, cette neige qui tourbillonnait à ses fenêtres, l'ancien cuirassier se rappelait ses campagnes dans le Nord et nous racontait, pour la 100e fois, cette sinistre retraite de Russie où l'on n'avait à manger que du biscuit gelé et de la viande de cheval. Comprends-tu cela, petite? Nous mangions du cheval. Je crois bien qu'elle le comprenait. Depuis 2 mois, elle ne mangeait pas autre chose. De jour en jour, cependant, à mesure que la convalescence approchait, notre tâche autour du malade devenait plus difficile. Cet engourdissement de tous ses sens, de tous ses membres, qui nous avait si bien servi jusqu'alors, comment s'en dissiper? 2 ou 3 fois déjà, les terribles bordées de la porte Maillot l'avaient fait bondir, l'oreille dressée comme un chien de chasse. On fut obligé d'inventer une dernière victoire de Bazaine sous Berlin et des salves tirées en cet honneur aux invalides. Un autre jour qu'on avait poussé son lit près de la fenêtre, c'était, je crois, le jeudi de Buzenval. Il vit très bien des gardes nationaux qui se massaient sur l'avenue de la Grande Armée. « Qu'est-ce donc que ces troupes-là » demanda le bonhomme. Et nous l'entendions grommeler entre ses dents. « Mauvaise tenue, mauvaise tenue !» Il n'en fut pas autre chose. Mais nous comprîmes que dorénavant il fallait prendre de grandes précautions. Malheureusement, on n'en prit pas assez. Un soir, comme j'arrivais, l'enfant vint à moi, toute troublée. « C'est demain qu'ils entrent, » me dit-elle. La chambre du grand-père était-elle ouverte? Le fait est que, depuis, en y songeant, je me suis rappelé qu'il avait ce soir-là une physionomie extraordinaire. Il est probable qu'il nous avait entendus. Seulement, nous parlions des Prussiens, nous. Et le bonhomme pensait aux Français, à cette entrée triomphale qu'il attendait depuis si longtemps. MacMahon descendant l'avenue dans les fleurs, dans les fanfares, son fils à côté du maréchal, et lui, le vieux, sur son balcon, en grande tenue, comme à Lutzen, saluant les drapeaux troués et les aigles noirs de poudre. Pauvre père Jouve, il s'était sans doute imaginé qu'on pouvait l'empêcher d'assister à ce défilé de nos troupes, pour lui éviter une trop grande émotion. Aussi se garda-t-il bien de parler à personne. Mais le lendemain, à l'heure même où les bataillons prussiens s'engageaient timidement sur la longue voie qui mène de la porte Maillot aux Tuileries, la fenêtre de là-haut s'ouvrit doucement et le colonel parut sur le balcon avec son casque, sa grande latte, toute sa vieille défroque glorieuse d'ancien cuirassier de Milhaud. Je me demande encore quel effort de volonté, quel sursaut de vie l'avait ainsi mis sur pied et harnaché. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il était là, debout, derrière les rampes, s'étonnant de trouver les avenues si larges, si muettes, les persiennes des maisons fermées, Paris sinistre, comme un grand lazaret, partout des drapeaux, mais si singuliers, tout blancs avec des croix rouges et
personne pour aller au-devant de nos soldats. Un moment, il put croire qu'il s'était trompé, mais non. Là-bas, derrière l'Arc de Triomphe, c'était un bruissement confus, une ligne droite qui s'avançait dans le jour levant. Puis, peu à peu, les aiguilles des casques brillèrent. Les petits tambours d'Iéna se mirent à battre et, sous l'arc de l'étoile, rythmé par le pas lourd des sections, par le heurt des sabres, éclata la marche nationale de Schubert. Alors, dans le silence morne de la place, on entendit un cri terrible. « Aux armes! Aux armes les Prussiens !» Et les 4 hulans de l'avant-garde purent voir là-haut, sur le balcon, un grand vieillard chanceler en remuant les bras et tomber raide. Cette fois, le colonel Jouve était bien mort. C'est ainsi que se termine ce triste conte du lundi, le siège de Berlin. Et puis nous passerons dès notre prochaine émission à un nouveau conte, toujours de cette première partie, Le Mauvais Zouave. Je vous rappelle que cette première partie, fantaisie et histoire, traite des bouleversements de la guerre de 1870. Mais rassurez-vous, le ton sera un petit peu plus léger dans un prochain voyage, puisque la deuxième partie de Conte du lundi d'Alphonse Daudet est beaucoup plus légère. Alors soyez au rendez-vous, ne bougez pas. Merci pour votre fidélité. À très vite dans Voyage au bout de la nuit. Merci également à toute l'équipe technique de l'émission. Je vous embrasse et une très belle journée sur D8.